Nafissatou Dia Diouf, cirque de Missira. Jusqu'à ce que l'amour nous sépare. J'étais dans les brumes d'un rêve. Mon regard vague se perdait dans l'immensité de la Grande Bleue, à l'endroit même où les vagues se brisaient sur le sable couleur ivoire. La lisière de mousse venait caresser les pieds des promeneurs. Des enfants s'ébrouaient et piaffaient comme des chiots sous le regard attendri d'adultes qui lézardaient sur le sable. Des familles de classe moyenne pour la plupart. Des gens ordinaires, pleins d'espoir, de projets, de petites joies, de petites peines. Des gens sans histoire. Mon esprit était loin de cette paillote où j'étais attablé. Loin même de cette plage où grouillait la vie. La mienne était un désert criant de solitude et de désillusion que narguait cette foule inconsciente. Je repensais à ma dernière rencontre avec ma mère. Enfin, je veux dire, ma vraie mère. Une semaine seulement après ma première rencontre avec elle, après toutes ces années de doute, de frustration, de questions sans réponse, je l'avais enfin retrouvée dans un bonheur inespéré et libérateur qui avait duré le temps d'une rose. Mes parents adoptifs, des parents exceptionnels, m'ont entouré d'un cocon d'amour et de tendresse, et ce n'est qu'à leur décès accidentel que la vérité m'a été jetée à la figure par quelques-uns de mes frères qui s'opposaient farouchement à ce que je prenne part, comme les autres, à l'héritage des quelques biens qu'ils laissaient. J'étais incrédule. Après le choc causé en moi par cette perte cruelle, je devais faire face à une terrible nouvelle. Mes parents n'étaient pas mes géniteurs. Ils m'avaient adopté alors que je n'étais âgé que de quelques mois. Aujourd'hui, j'étais bien peiné de constater que mes propres frères, du moins ceux que je pensais être du même sang, se dressaient contre moi. Peu importaient les biens. On me déniait brutalement le droit d'appartenir à une famille que je chérissais, et je me retrouvais du jour au lendemain vide de tout statut familial, seul au monde. C'était il y a 4 ans. Oh, tu es là? Mon regard vague quitta la plage pour se porter machinalement sur lui, sans que je le visse vraiment. Voilà bien 20 minutes qu'il s'épandait en un flot de babilles, que je ne commentais que par un silence distrait. Il s'aperçut que je ne l'écoutais pas. Il agita sa main devant mes yeux, et je sortis en sursaut de mes longues rêveries. Tu n'as pas répondu à ma proposition. Leïti, il était assis devant moi, avec son plus beau sourire. Quelques cheveux blancs parsemaient sa tête. Ça lui donnait un certain charme. Je mis quelques instants à me souvenir de quelle proposition il parlait. Tu sais bien ce que j'en pense, Leïti, finis-je par répondre après quelques hésitations. Ta vie est assez remplie comme cela, tu n'as pas besoin de moi. Siga, reprit-il soudain mélancolique. Tu vois ces enfants là-bas, qui jouent sur la plage. C'est eux que je veux voir emplir ma maison, mon jardin, bondir joyeusement sur notre lit, le dimanche matin. Et ces enfants, je les veux avec toi. Je fermai les yeux quelques secondes. Combien de fois avais-je rêvé de cris joyeux d'enfants, de mes enfants, que je protégerais comme une chatte, que je n'enverrais même pas acheter le pain tellement j'aurais peur qu'ils se perdent ou qu'ils ne me soient arrachés. Je ne sais pas si j'aime Leïti. Je ne sais pas grand-chose de lui. Je sais seulement qu'il vit le drame intérieur d'un homme dont la femme est infertile. Et rien que pour cela, il m'attendrissait. Moi qui fus choyée, puis brutalement et doublement orpheline, un désir instinctif me poussait à prendre cet homme dans mes bras, à le consoler, et à lui offrir, enfin, ce don de Dieu qu'une autre lui refusait. Les images se bousculaient dans ma tête,
comme un film qui s'emballe un soir de grande première. Après la douloureuse confrontation avec ma famille, je m'étais mise frénétiquement à faire des recherches. Autant, je pense, pour m'occuper l'esprit, que pour connaître l'identité de celle qui m'avait porté puis abandonné. Avec je ne sais quel état d'âme, il y a plus de 20 ans. La seule question que je ne m'étais pas posée, c'était comment elle m'accueillerait. Je convulsais rageusement les fichiers poussiéreux d'état civil, les listings d'admission des hôpitaux, les archives des orphelinats. Devant un tel désespoir, Mère Sophie, la vieille nounou, reconvertie en gouvernante chez mes parents adoptifs, me prit un jour à part. « Ma petite, ça me fait de la peine de te voir te briser de la sorte. Regarde-toi, tu ne ressembles à rien. Tu es tellement maigre qu'on a l'impression que tu vas t'écrouler à chaque pas que tu fais. » Elle prit mes mains dans les siennes. Elle était fripée et marbrée, de nervures bleutées, ses yeux s'embuèrent. « Siga, ta mère, je veux dire, celle qui t'a mise au monde, était une pauvre fille. C'était encore une adolescente quand elle est tombée enceinte de toi. Elle était tellement perdue qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait, plaida-t-elle avec compassion. Mes sens se mirent en éveil. Quoi, tu la connais ? Oh, je t'en prie, dis-moi tout, j'ai besoin de savoir. Je secouai la pauvre vieille avec la dernière énergie. Calme-toi, c'était bien mon intention. Viens, assieds-toi là. Voilà. Ta maman s'appelle Ndiaye S. Elle travaille aujourd'hui dans le cabinet de son mari, un prospère architecte. Il m'arrive encore de la rencontrer au supermarché ou dans la rue, mais jamais face à face, car, dès qu'elle m'aperçoit, elle change de trottoir. Je pense qu'elle est morte de honte et que toutes ces années n'ont rien effacé. Je n'avais pas besoin d'en savoir davantage. Je me ruai, l'instant d'après, à l'adresse indiquée. Voilà que 20 ans plus tard, je faisais irruption dans sa vie, ma mère. Cet instant dont j'avais auguré tant de bonheur, cet instant qui avait cristallisé toutes mes espérances depuis tant de mois, et qu'en même temps, je redoutais, était enfin arrivé. J'avais peine à le croire. Sous quelques motifs fallacieux, je réussis à m'introduire dans le bel immeuble du centre-ville où elle travaillait. Je la trouvai tout de suite. Elle était paisiblement assise, dans un grand fauteuil, devant un ordinateur. C'était une femme sur la fin de la trentaine, jolie et sereine. Des vêtements bien coupés, des ongles parfaitement manucurés, bref, la parfaite petite bourgeoise, élégante et sûre d'elle. Sur le bureau étaient encadrés des enfants au visage poupin et aux yeux rieurs. Ma gorge se serra. Elle remarqua mon regard et me sourit. « Ce sont ceux de ma sœur, » répondit-elle laconiquement à ma question muette. Puis elle porta ses yeux attendris des photos sur le coin du bureau à moi, qui me tenait debout, toujours debout devant elle. Elle sourit à nouveau. La ressemblance était frappante. J'avais l'impression de me voir dans un miroir. Un miroir vieillissant, certes, mais sans outrage. Moi en plus mûr, en somme. Comment ne pouvait-elle pas en être troublée également ? Devant mon mutisme, elle reprit d'une voix engageante. « Je peux faire quelque chose pour vous, mademoiselle ?» Je me laissai choir sur une chaise et lui dépitai toute mon histoire. Au fur et à mesure de mon récit, son visage se décomposait et des gouttes de sueur perlaient à son front. Je n'avais jamais vu un tel masque de frayeur. « Mademoiselle, articula-t-elle péniblement, je crois que vous faites erreur. » Sa main, lentement, quitta la surface vitrifiée du bureau pour chasser une mèche rebelle qui, sous l'effet de la sueur, lui collait au front. Sur l'avant-bras, juste au niveau du coude, la même tache de vin qui marquait ma peau à cet endroit. Son teint était juste un peu plus clair que le mien, il ne lui servait à rien de nier.
Leïty parlait toujours, de monts et merveilles, de châteaux en Espagne, que je m'imaginais plus friables que les pâtés des architectes en culottes courtes qui s'exerçaient sur le sable de cette plage. De la vie de princesse que je mènerais à ses côtés, de voyages de croisière, des arguments taillés à la serpe qui devaient sans doute servir à toutes ses conquêtes, des midinettes qui croyaient au prince charmant, des rêves à l'emporte-pièce, au supermarché, du prêt-à-aimer naïf et bon enfant. Je remarquai qu'il arborait à l'annulaire gauche une chevalière armoriée, point d'alliance, le prototype parfait du Don Juan sur le retour. Je n'étais pas dupe. En même temps, quelque chose m'empêchait de me lever et de prendre mes jambes à mon cou, comme me le commandait une petite voix dans ma tête. L'araignée avait tissé ses fils autour de mes membres, que je ne pouvais plus mouvoir. J'étais au centre de la toile, effarouché. Avait-il seulement compris que je n'avais pas besoin criant, que je n'avais qu'un besoin criant d'affection? Besoin d'être mère à défaut, d'avoir une mère, d'être mère à défaut d'avoir une mère, puisqu'on me déniait tout. Pour une fois, quelqu'un me montrait de la sollicitude, comme on jette une bouée à un naufragé. Allais-je me noyer encore une fois? Cet homme, en face de moi, dont je ne savais rien, et surtout pas si je l'aimais ou pouvais l'aimer, détenait-il à cet instant la clé de mon bonheur? Je fus prise d'un grand engourdissement. Je sentais que ma tête allait imploser. Je portais mes mains en visière sur mon front, comme pour ôter un étau imaginaire. « Leïty !» fis-je d'une voix quasi inaudible. Mes paroles furent couvertes par le flot de paroles. « Leïty, Leïty, Leïty !» coupai-je un peu plus haut. Il s'arrêta, surpris au milieu d'une phrase. « Leïty, c'est ok. »« Quoi, c'est ok ?»« Je suis d'accord pour t'épouser. » Ma dernière phrase le laissa sans voix. Pour la première fois de toute l'après-midi. La suite? Un tourbillon de préparatifs, de froufrou et de va-et-vient qui, cependant, avait du mal à me sortir de ma torpeur. J'étais comme un pantin au milieu d'une tempête, me raccrochant à cette image de bébé que j'aurais bientôt, à ces rires d'enfant dont me parlait Leïty. Je redoutais en même temps la rencontre avec sa première épouse. J'ai toujours été contre la polygamie, mais je n'avais plus de repères pour savoir en quoi je croyais et en quoi je ne croyais pas. « C'est la ciga d'avant, ça, » me disais-je, pleine de principes, sûre d'elle confiante. Je n'étais plus rien de tout cela, plus que l'ombre de moi-même. Je chassais cette dernière idée de mon esprit. J'avais enduré bien d'autres épreuves, celle-ci ne devrait pas m'être insurmontable. Prendre les choses comme elles viennent. Le soir de notre passage chez monsieur le maire, je me laissai conduire éreinté. Leïty traversa la ville pour se diriger vers les quartiers résidentiels du bord de mer. Il se gara lentement devant le perron d'une maison patricienne. J'étais sans émotion. Les valises déchargées, le carillon résonna plusieurs fois en écho, comme dans une maison hantée, avant que nous puissions entendre un chuintement de savates crissées sur les carreaux marbrés du hall d'entrée. Le visage défait d'une quadragénaire apparut derrière l'imposte grillagé. Elle cligna les yeux sans comprendre. Dans la semi-pénombre, elle avait du mal à remettre ses traits qui lui semblaient familiers. Elle-même n'était que l'ombre de l'image que j'avais gardée d'elle. Une robe de chambre défraîchie, les cheveux hirsutes, les yeux rougis de quelqu'un qui avait trop pleuré ou qui s'était endormi devant la télé, là d'attendre un conjoint qui rentrait tard. D'un coup, la stupeur figea les traits de son visage. Moi, pétrifié, involontairement, je laissai échapper. « Maman ?» Les événements me parvenaient dans leur plus effroyable nullité. Tout alla très vite dans ma tête.
Ma propre mère était la femme de l'inconnu que je venais d'épouser. Il l'accusait d'être stérile, et pourtant je suis bel et bien né de son giron. Elle incriminait sa femme, il incriminait sa femme, d'une tare qui pesait sur lui sans qu'elle ne puisse se défendre, de crainte de déterrer son erreur de jeunesse. Je sentais une colère violente, sourde, en moi, et l'espace d'une seconde, je me serais transformé en furie si les larmes n'étaient pas venues m'amollir et débander mes nerfs surtendus. Loin de tous ces raisonnements qui foisonnaient dans nos têtes, Lady tournait son visage alternativement vers l'une et vers l'autre sans comprendre.